Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aéroparleur. Dans ce premier épisode du format long courrier, nous parlerons de la gamme d'un des leaders mondiaux de l'aviation commerciale, Airbus, le constructeur européen dont le siège est situé à Blagnac, en périphérie de la ville de Toulouse. Chaque jour, ce sont des milliers d'avions Airbus qui décollent et atterrissent à travers le monde. Le groupe emploie plus de 140 000 salariés pour un chiffre d'affaires dépassant les 60 milliards d'euros en 2024. Mais quels sont donc ces avions qui font la renommée du géant européen de l'aéronautique ? Plongez avec moi dans la gamme complète d'Airbus. La naissance d'Airbus s'inscrit dans un contexte de domination américaine sur un secteur du transport aérien de passagers en pleine explosion. Dans les années 60 et 70, les constructeurs Douglas, Lockheed ou encore Boeing se partagent un marché florissant porté par les progrès technologiques et les investissements d'après-guerre. Les compagnies aériennes comme Lufthansa ou encore Air France opèrent principalement des avions américains comme le Douglas DC-8 ou encore le Boeing 707. Boeing justement parvient même à révolutionner le vol long courrier avec le développement du désormais mythique Boeing 747. En Europe, les constructeurs européens comme Sud Aviation, Hawker Siddeley ou encore De Havilland tentent de rivaliser en ordre dispersé sur les marchés du court et moyen courrier, sans toutefois rencontrer de réels succès. Conscients donc de la nécessité d'une autonomie face au marché américain, les gouvernements français, britanniques puis allemands décident d'unir leurs forces dans le but de concevoir un avion européen plus léger, plus simple à maintenir et surtout plus économique que l'offre américaine existante. L'histoire d'Airbus démarre au début des années 70 donc, avec l'Airbus A300, le premier biréacteur gros porteur au monde. Le projet A300 consiste à offrir aux compagnies aériennes un avion capable de transporter 300 passagers pour des coûts d'exploitation bien inférieurs à ceux des quadriréacteurs américains. L'A300B, une version née de compromis et à la conception plus légère que l'A300 originelle, affiche une longueur de 54 mètres, une envergure de 45 mètres et peut finalement accueillir entre 250 et 270 passagers selon la configuration pour un rayon d'action d'environ 4000 km. 3 versions principales verront le jour. L'A300B1, le prototype utilisé pour la certification. L'A300B2, première version commerciale livrée en 1974. Et l'A300B4, doté de réservoirs supplémentaires pour augmenter son rayon d'action à plus de 5000 km. Côté moteur, Airbus comptait à l'origine équiper l'avion de moteurs Rolls-Royce RB207, mais le retrait britannique du programme pour des raisons budgétaires oblige le consortium à se tourner vers les General Electric CF6, plus fiables et déjà éprouvés sur le Douglas DC-10, un choix stratégique qui sauve le programme. L'avion sera ensuite proposé avec des réacteurs Pratt & Whitney GT9D, laissant le choix aux compagnies aériennes. Commercialement, le programme peine à démarrer. L'annulation des commandes de Western Airlines fragilise la confiance du marché. Mais en 1977, Easter Airlines accepte d'exploiter 4 exemplaires en location gratuite de quelques mois, mais avec une option d'achat. L'efficacité du biréacteur européen finit par séduire le PDG d'Eastern, Frank Borman, qui passe commande de 24 A300B4. Au total, 561 A300 sont produits. L'avion est massivement exploité par Air France, Lufthansa, Thai Airways International, Korean Air et plus tard FedEx ou DHL en version cargo. Mais l'A300 n'a pas seulement ouvert la voie sur le plan technologique. Il a aussi posé les bases du modèle industriel Airbus, avec des sections construites dans plusieurs pays avant l'assemblage à Toulouse. Et pour transporter ces énormes pièces, Airbus a dû inventer son propre cargo, le Airbus A300-600 ST, encore connu sous le nom de Beluga. Au début des années 80, Airbus cherche à élargir sa jeune gamme en proposant des versions plus compactes et plus économiques de l'A300. C'est ainsi qu'apparaît l'Airbus A310, une évolution directe de l'A300, conçue pour répondre aux besoins des compagnies aériennes sur le moyen et long courrier avec des coûts d'exploitation réduits. L'A310 affiche une longueur de 47 mètres, soit environ 7 mètres de moins que l'A300, tout en conservant une envergure proche des 44 mètres. La cabine accueille entre 190 et 230 passagers, avec une autonomie qui peut dépasser les 8000 km, une portée qui ouvre à Airbus le segment des véritables longs courriers. 2 versions principales sont alors développées. L'A310-200, d'abord destiné aux lignes moyen courrier, et l'A310-300, doté de réservoirs supplémentaires pour étendre encore son rayon d'action. Côté motorisation,
Airbus propose, comme pour l'A300, le choix entre les General Electric CF6 et les Pratt & Whitney GT9D, offrant aux compagnies aériennes une flexibilité appréciée. L'A310 introduit aussi des évolutions techniques importantes, une avionique modernisée, un cockpit réduit à 2 pilotes sur certaines versions et une aérodynamique retravaillée, améliorant l'efficacité en vol. Sur le plan commercial, après des débuts prudents, l'appareil séduit des compagnies majeures. Swissair est la cliente de lancement, suivie par Lufthansa, KLM Royal Dutch Airlines, Air France ou encore Air Afrique. Au total, 255 A310 sont produits. S'il n'a pas connu le succès massif de son grand frère, l'A310 a permis à Airbus d'asseoir sa crédibilité sur le segment du long courrier et d'acquérir une expérience précieuse pour le développement futur. Et comme son prédécesseur, il s'intègre parfaitement dans le modèle industriel multisite d'Airbus, profitant dès ses débuts de l'infrastructure logistique assurée par le Airbus Beluga. Alors qu'Airbus s'impose progressivement sur le marché moyen et long courrier, une autre ambition européenne émerge au début des années 80, conquérir le marché des liaisons régionales. En 1981, la française Aérospatiale, membre fondateur d'Airbus, et l'italienne Air Italia s'associent pour créer Avions de transport régional, ou ATR. L'objectif est clair, proposer un turbopropulseur moderne, fiable et économe, capable d'opérer sur des aéroports secondaires ou des pistes courtes, souvent inaccessibles aux jets classiques. Le premier modèle, l'ATR 42, effectue son vol inaugural en 1984. Avec 22,7 mètres de long, il transporte entre 40 et 50 passagers sur une distance de 800 km. Très vite, en 1988, arrive l'ATR 72, une version allongée pouvant accueillir jusqu'à 70 passagers pour environ 1500 km d'autonomie. Ces appareils sont motorisés par des turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PW100, réputés pour leur fiabilité et leur faible consommation. Au fil du temps, ATR fait évoluer son offre pour rester compétitif. La version -500 introduit de nouveaux moteurs plus puissants, une meilleure isolation de la cabine et des performances optimisées au décollage. La version -600 apporte une avionique numérique de type Glass Cockpit, une cabine modernisée et une consommation encore réduite. Grâce à ces améliorations, l'ATR devient une référence mondiale sur le segment régional. Parmi les premiers clients figurent Air Littoral, Finnair, American Eagle ou encore Transasia Airways, où les ATR sont assemblés sur le site historique de Toulouse, à quelques centaines de mètres des chaînes Airbus. À ce jour, plus de 1800 ATR ont été produits et opérés dans plus de 100 pays. Si l'ATR n'est pas un programme Airbus au sens strict, la participation majoritaire d'Airbus en fait un complément stratégique dans la gamme européenne, sur un segment où le concurrent Boeing n'est pas présent. En décembre 2024, la compagnie Air New Zealand a réceptionné le tout nouveau ATR 72-600. Le voyage de livraison n'a pas été très commun. L'appareil a effectué 8 escales majeures, notamment à Héraklion, Riyad, Oman, Hyderabad, Kuala Lumpur, Bali, Darwin, puis Brisbane, avant d'arriver à Christchurch. Pour l'ATR 72-600 d'Air New Zealand, la distance parcourue a dépassé les 19 000 km. Fort du succès de l'A300B et de la confirmation de l'A310, Airbus s'apprête en 1980 à bouleverser le marché du moyen courrier, alors dominé par des géants comme le Boeing 737 ou le McDonnell Douglas DC-9. L'objectif est clair, proposer un avion monocouloir plus moderne, plus économe et plus sûr. C'est dans ce contexte qu'est lancé en 1984 le programme A320, véritable pari technologique pour l'Europe. Le premier vol marque une nouvelle ère. Le 22 février 1987, l'A320 est le premier avion commercial doté de commandes de vol électriques numériques, fly-by-wire, mais aussi de side sticks, remplaçant le manche traditionnel. Une révolution qui améliore la sécurité, réduit le poids et ouvre la voie à une philosophie de pilotage commune à tous les futurs avions d'Airbus. L'appareil mesure 37,6 mètres de long pour une envergure de 34 mètres et transporte jusqu'à 180 passagers sur environ 4800 km. Il est motorisé au choix par les CFM56 de CFM International ou les V2500 de International Aero Engines. L'appareil est officiellement inauguré à Toulouse par la princesse de Galles, Lady Diana. Un geste hautement symbolique qui propulse le programme sous les projecteurs du monde entier. Quelques semaines plus tard, Air France devient la compagnie de lancement. La famille s'élargit ensuite rapidement. D'abord, l'Airbus A318, la version la plus courte, conçue pour les aéroports contraints. L'Airbus A319,
un modèle intermédiaire particulièrement populaire en Europe et aux États-Unis, et l'Airbus A321, version allongée, pouvant accueillir jusqu'à 220 passagers, qui deviendra un best-seller pour les compagnies à forte densité. Grâce à sa conception modulaire et un cockpit standardisé, les pilotes peuvent passer d'une version à une autre avec une formation réduite, un atout majeur pour les compagnies. Le succès commercial est immédiat. Plus de 4700 exemplaires de la version dite CEO seront produits. L'A320 équipe les flottes des compagnies majeures comme Air France, Lufthansa, United Airlines, British Airways ou encore EasyJet. Au-delà des chiffres, l'A320 s'inscrit aussi dans la culture populaire. Le 15 janvier 2009, un A320 de US Airways, victime d'une double panne moteur après un impact aviaire, effectue un amérissage d'urgence dans l'Hudson à New York. Ce sauvetage spectaculaire, resté dans les mémoires sous le nom de miracle de l'Hudson, démontre la robustesse et la fiabilité de l'appareil. Au début des années 90, Airbus est solidement installé sur le marché des moyens courriers grâce au succès de la famille A320. Pour rivaliser pleinement avec Boeing, il manque encore une pièce essentielle. Un long courrier moderne, capable d'affronter les Boeing 767, Boeing 747 et les futurs Boeing 777. Airbus choisit une stratégie ingénieuse. Développer 2 avions sur une base commune, l'un biréacteur et l'autre quadriréacteur. C'est ainsi que naissent en 1992 les programmes Airbus A330 et Airbus A340, partageant une grande partie de la cellule, du cockpit et des systèmes, mais destinés à des missions différentes. L'A330, biréacteur, est pensé comme un appareil efficient pour les lignes long courrier à forte rentabilité. L'A330-300, la version standard, mesure 63,6 mètres de long, avec une envergure de 60 mètres. Il peut transporter environ 300 passagers sur plus de 10 000 km. Son cockpit reprend la philosophie de l'A320, facilitant la transition des équipages. L'appareil est motorisé par des moteurs puissants, General Electric CF6, Pratt & Whitney PW4000 ou encore Rolls-Royce Trent 700, laissant aux compagnies aériennes une flexibilité appréciée. À côté de la version -300, Airbus propose également l'A330-200, une version plus courte, avec une longueur de 58,8 mètres, une capacité légèrement réduite à 250 passagers, mais une autonomie portée à 13 400 km, ce qui en fait un appareil très prisé pour des missions long courrier moins denses. Symbole de sa fiabilité et de sa polyvalence, c'est d'ailleurs un A330-200 qui a été choisi comme avion présidentiel de la République française, utilisé pour les déplacements officiels du chef de l'État. Aujourd'hui encore, c'est lui qui assure les déplacements internationaux d'Emmanuel Macron. L'A340, quant à lui, reprend la même cellule mais embarque 4 moteurs, une réponse à la réglementation ETOPS de l'époque qui limitait les biréacteurs sur les très longues distances. Conçu pour traverser les océans et opérer sur les routes les plus longues, il est décliné en plusieurs versions. L'A340-200, version plus courte avec une longueur de 59,4 mètres et une autonomie pouvant atteindre les 13 800 km. L'A340-300, la version standard de 63,6 mètres de long, proche donc de l'A330-300, avec une autonomie légèrement supérieure. L'A340-500, version ultra long courrier de 67,9 mètres, capable de voler jusqu'à 16 700 km. Et enfin, l'A340-600, la plus longue de la famille, mesurant 75,3 mètres, pouvant accueillir jusqu'à 370 passagers pour un rayon d'action de plus de 14 000 km. Côté motorisation, les A340-200 et 300 sont équipés des CFM56 5C, produits par CFM International, tandis que les A340-500 et -600 reçoivent des Rolls-Royce Trent 500, nettement plus puissants. À son lancement, il séduit des compagnies prestigieuses comme Cathay Pacific, Singapore Airlines ou Lufthansa, mais aussi Swissair International Airlines, Virgin Atlantic, South Africa Airways, Etihad Airways et Iberia. Le marché évolue cependant rapidement. Grâce à l'assouplissement des règles ETOPS et à la montée en puissance des biréacteurs modernes, l'A330 s'impose comme le best-seller, tandis que l'A340 connaît une carrière plus courte malgré son prestige. Au total, plus de 1500 A330 ont été produits contre seulement 377 A340. L'A330
l'A330 devient l'un des piliers du transport long courrier mondial, adopté par des opérateurs comme Qatar Airways, Delta, Cathay Pacific ou Turkish Airlines. Si l'A330 est devenu le pilier du transport long courrier mondial, il joue également un rôle crucial au cœur même de la chaîne industrielle d'Airbus. Le Beluga d'origine, dérivé de l'A300, arrivait en fin de potentiel face à des sections d'avions toujours plus grandes à transporter entre les différents sites européens. Airbus décide alors de moderniser sa flotte logistique en développant le Beluga XL, basé sur l'A330-200. Ce nouvel avion cargo géant permet d'acheminer les tronçons d'A350, d'A320 ou d'A220 entre les usines européennes avec une efficacité accrue. Plus puissant, plus moderne et avec une capacité de charge supérieure, il incarne la continuité industrielle de la famille A330 au-delà du transport commercial. Au tournant des années 2000, Airbus est devenu un acteur incontournable du transport aérien mondial. Une seule pièce lui manque pour rivaliser pleinement avec Boeing, un très gros porteur, capable de concurrencer directement le Boeing 747. C'est dans ce contexte que naît le programme Airbus A380, officiellement lancé en 2000. Contrairement à la logique de numérotation habituelle de la gamme, l'appareil ne s'appelle pas A350. Ce numéro est réservé à un futur biréacteur long courrier. Airbus choisit le chiffre 8 car il symbolise l'infini en position horizontale, évoquant le prestige et la capacité hors norme de cet avion. Mais aussi parce que le chiffre 8 est considéré comme porte-bonheur sur le marché asiatique, stratégique pour le programme. L'A380 est un véritable géant des airs. Il mesure 72,7 mètres de long, affiche une envergure de 79,8 mètres et une hauteur de 24 mètres. C'est le premier avion de ligne à disposer de 2 ponts complets sur toute sa longueur, offrant une capacité maximale de 850 passagers en configuration tout éco et environ 500 passagers dans une configuration typique à 3 classes. Son rayon d'action dépasse les 15 000 km, lui permettant de relier sans escale pratiquement toutes les grandes métropoles du monde. Côté motorisation, Airbus propose 2 options, les Rolls-Royce Trent 900 ou les GP7200 de Engine Alliance, des moteurs parmi les plus puissants jamais installés sur un avion civil. Au-delà de sa taille, l'A380 représente un véritable saut technologique, structure allégée grâce aux matériaux composites, cockpit de dernière génération, réduction significative du bruit et confort inégalé pour l'époque. Le premier vol a lieu le 27 avril 2005 depuis Toulouse et la première livraison intervient en 2007 pour Singapore Airlines. Les grandes compagnies s'arrachent alors l'avion. Emirates, Qantas, Lufthansa, British Airways, Korean Air ou encore Air France deviennent des opérateurs majeurs. Un moment marquant du programme reste la commande record d'Emirates, avec 50 A380 commandés d'un seul coup en 2013 lors du Dubai Air Show, renforçant le rôle central de l'avion dans la stratégie de la compagnie aérienne. L'A380 s'illustre aussi par ses performances en vol. La ligne Sydney-Dallas, opérée par Qantas, devient l'un des plus longs vols commerciaux jamais effectués par cet appareil, couvrant 13 800 km en près de 16 heures. Et s'il est parfois présenté comme un pari économique risqué, le bilan sécuritaire du programme est tout à fait exceptionnel. En plus de 20 ans de carrière, l'A380 n'a connu aucun crash. Un exploit à souligner pour un avion de cette taille et de ce niveau de complexité. Malgré cela, l'avion arrive dans une ère où le marché bascule vers des avions biréacteurs plus flexibles comme le Boeing 787 ou le Airbus A350. Le modèle Hub and Spoke pour lequel l'A380 a été conçu perd de sa domination face au modèle point-to-point. Emirates parvient toutefois à bâtir un modèle rentable à grande échelle avec plus de 100 exemplaires dans sa flotte. Mais pour les autres compagnies, la taille et les coûts d'exploitation deviennent un frein. Airbus annonce alors officiellement la fin du programme en 2019 avec une dernière livraison en 2021. Après le pari audacieux de l'A380, Airbus doit recentrer sa stratégie sur un appareil capable de répondre aux attentes réelles du marché. Voler plus loin, plus efficacement, avec moins de moteurs et des coûts maîtrisés. En 2006, Airbus lance donc le programme Airbus A350 XWB pour Extra Wide Body, un biréacteur long courrier de nouvelle génération pensé pour concurrencer frontalement les Boeing 787 Dreamliner et Boeing 777.
Ce qui frappe d'emblée, au-delà de son masque de raton laveur et du fait qu'il soit sans doute le plus bel avion jamais construit, c'est l'ampleur de la modernité embarquée. L'A350 est construit à plus de 50% en matériaux composites, principalement en fibre de carbone, ce qui le rend plus léger, plus résistant à la corrosion et plus économe en carburant que ses prédécesseurs. Il est assemblé dans la FAL de Toulouse, dédié au programme long courrier les plus ambitieux d'Airbus. L'A350 est propulsé exclusivement par des Rolls-Royce Trent XWB, des moteurs spécifiquement développés pour cet avion, aujourd'hui parmi les plus efficaces au monde. Pour la première fois de son histoire, Airbus ne propose donc qu'un seul motoriste sur un programme long courrier. Ce choix s'explique par la volonté de réduire la complexité industrielle et de certification, de garantir des performances optimisées dès la conception et de renforcer la synergie technique entre l'avion et le moteur. Résultat, une maintenance simplifiée, une consommation optimisée et une intégration moteur-cellule exceptionnelle. La première version à voler est l'Airbus A350-900, longue de 66,8 mètres, avec une envergure de 64,8 mètres, pouvant accueillir entre 300 et 350 passagers en configuration 3 classes et parcourir 15 000 km sans escale. Cette version a effectué son premier vol en 2013 et son client de lancement est la compagnie Qatar Airways, qui a inauguré l'avion commercialement en janvier 2015. L'A350 se distingue par son efficacité énergétique exceptionnelle, son niveau sonore en cabine extrêmement bas, l'un des plus faibles de l'aviation civile, et une pressurisation cabine équivalente à 1800 mètres à peine d'altitude, bien inférieure à celle de la plupart des avions long courrier. Résultat, moins de fatigue, moins de déshydratation et une expérience passager nettement plus agréable. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la chaîne un flight report complet que j'ai effectué entre Paris et New York en business class à bord d'un A350-900 d'Air France. Airbus propose ensuite une version extrême, l'Airbus A350-900 ULR pour Ultra Long Range, capable de voler jusqu'à 18 000 km, soit plus de 20 heures de vol. C'est cet appareil qui permet à Singapore Airlines d'exploiter la ligne commerciale la plus longue du monde entre Singapour et New York. En 2020, l'un de ces vols a duré 18 heures et 40 minutes, établissant un record à l'époque pour un vol régulier commercial sans escale. Pour répondre aux besoins de capacité plus importantes, Airbus développe aussi l'A350-1000, 73,8 mètres de long, conservant les 64,8 mètres d'envergure, une capacité de 350 à 410 passagers et une autonomie portée à 16 000 km. Plus puissant grâce à une version poussée des moteurs Trent XWB, il est pensé comme un concurrent direct au Boeing 777-300ER et du futur Boeing 777X. Le client de lancement est également Qatar Airways, fidèle partenaire d'Airbus sur le segment long courrier. À l'horizon 2026, Airbus prévoit de lancer l'Airbus A350-1000 ULR, une version ultra long courrier capable de dépasser les 19 000 km de portée. Sur le plan commercial, le programme A350 connaît un véritable succès. En 2013, Qatar Airways, toujours, passe la commande record de 80 exemplaires d'un seul coup. Mais d'autres compagnies de référence comme Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Air France ou Lufthansa rejoignent le mouvement. Au 31 décembre 2024, 1206 Airbus A350 ont été commandés dans le monde, toutes versions confondues, consolidant son statut d'avion long courrier le plus performant et le plus populaire d'Airbus. Petit retour dans les années 2000. Alors que Boeing et Airbus dominent le ciel, un troisième acteur tente de bousculer l'ordre établi, Bombardier Aéronautique. Le constructeur canadien, jusqu'ici spécialisé dans les jets régionaux, veut frapper un grand coup en lançant une nouvelle génération de monocouloirs plus efficace et plus confortable, le programme C-Series. L'objectif est simple mais ambitieux, proposer un avion capable de remplacer les plus petits A320 et 737 sur des routes moins denses, tout en offrant les performances d'un appareil plus grand. Deux modèles sont développés, le Bombardier CS-100 et le Bombardier CS-300, qui deviendront plus tard l'Airbus A220-100 et l'Airbus A220-300. L'appareil se distingue par sa conception entièrement optimisée pour la consommation. Grâce à une cellule en matériaux composites et une aérodynamique particulièrement travaillée, l'A220 affiche une consommation en carburant inférieure de 20 à 25% à celle des avions de génération précédente. Côté motorisation, Airbus et Bombardier à l'origine font le choix des Pratt & Whitney PW1500G, une génération de turboréacteurs offrant une meilleure efficacité et une réduction drastique du bruit. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne
Un flight report effectué entre Madrid et Paris à bord d'un Airbus A220-300 d'Air France. Le CS-100 donc effectue son premier vol en 2013 et entre en service en 2016 avec Swiss International Airlines. Le CS-300 suit en 2017 avec Air Baltic comme client de lancement. Malgré ses performances, Bombardier peine à faire décoller commercialement le programme, plombé par des coûts de développement colossaux et une concurrence féroce. Fragilisé par des difficultés financières structurelles, Bombardier cède finalement la majorité du programme à Airbus, afin de garantir sa survie et d'assurer un avenir global au programme C-Series. De son côté, Airbus y voit l'opportunité parfaite de combler l'espace laissé entre les ATR et la famille A320. En 2018, Airbus officialise une participation majoritaire dans le programme, rebaptise officiellement les appareils Airbus A220-100 et Airbus A220-300 et intègre leur production dans sa propre chaîne industrielle. Ce rachat stratégique permet au programme de bénéficier de la force de frappe commerciale d'Airbus. L'A220-100, avec ses 35 mètres de long, accueille entre 100 et 130 passagers pour une autonomie d'environ 6300 km. L'A220-300, plus lent, 38,7 mètres, peut transporter entre 130 et 160 passagers sur 6200 km. Airbus assemble aujourd'hui l'A220 dans l'usine historique de Mirabel au Canada pour répondre à la forte demande nord-américaine. En 2023, Airbus a annoncé des cadences de production en forte hausse pour répondre à un carnet de commandes en pleine explosion. Côté client, l'A220 séduit aussi bien les grands transporteurs que les compagnies régionales. Delta Airlines, Air Canada, Swiss Airlines International, Qantas ou encore JetBlue, Air Baltic ont tous fait confiance à ce monocouloir nouvelle génération. Au 31 décembre 2024, Airbus totalise plus de 950 commandes pour l'A220, confirmant le succès croissant de ce pari industriel venu du Canada. À la fin des années 2000, Airbus est solidement implanté sur tous les segments. Régional avec les ATR, monocouloir avec la famille A320, long courrier avec les A330 et A380, le programme A350 étant alors en préparation pour couvrir la gamme, Airbus fait face aux besoins des compagnies aériennes détentrices de la famille A320 et A330 de réduire les coûts d'exploitation. Plutôt que de développer de nouvelles générations complètes d'avions sur ces segments, Airbus choisit une approche plus pragmatique, moderniser ses appareils existants en les remotorisant et en les rendant plus performants. Ainsi naît le programme Neo, New Engine Option. La première famille concernée est la famille A320, qui évolue en famille A320 Neo, annoncée en 2010. Airbus propose aux compagnies le choix entre deux moteurs de nouvelle génération, les Pratt & Whitney PW1100G ou alors les CFM International LEAP 1A, tous les deux plus silencieux et surtout 15 à 20% plus économes que les CFM 56 ou V2500 équipant les A320 classiques appelés CEO. Cette remotorisation s'accompagne d'améliorations aérodynamiques, l'ajout de sharklets en bout d'aile et d'optimisation cabine. L'ensemble donne naissance à une gamme renouvelée, Airbus A319 Neo, Airbus A320 Neo et Airbus A321 Neo. Le premier vol d'un A320 Neo a eu lieu en 2014 et les livraisons commencent à partir de 2016. Le succès est immédiat. Peu après son lancement, l'A320 bat tous les records avec plus de 1200 commandes fermes, notamment grâce à la méga commande de 180 appareils par Indigo, l'une des plus grosses jamais enregistrées pour un avion civil. L'un des modèles les plus emblématiques de cette famille est l'Airbus A321 XLR. Avec son autonomie record de 8700 km, il permet d'ouvrir de nouvelles routes long courrier au départ d'aéroports secondaires sans recourir à un gros porteur. Conçu comme un monocouloir long range, il séduit particulièrement les compagnies à bas coût long courrier et les transporteurs cherchant à optimiser leur réseau. Son entrée en service a eu lieu en 2025. Après le succès massif du Neo sur les monocouloirs, Airbus applique la même recette sur un autre pilier de sa gamme et dévoile l'Airbus A330 Neo. L'objectif est de prolonger la vie de l'A330 classique face à la montée en puissance du 787 Dreamliner, en offrant des performances équivalentes pour un coût d'acquisition inférieur. L'A330 Neo adopte les Rolls-Royce Trent 7000 ainsi qu'une nouvelle voilure avec des sharklets et des cabines modernisées fortement inspirées de l'A350. Deux versions sont proposées, l'Airbus A330-800 et l'Airbus A330
A320-900. Ce dernier, le plus populaire des deux, peut transporter entre 260 et 300 passagers sur 13 300 km et devient rapidement un avion de choix pour les compagnies aériennes comme TAP Portugal, Air Mauritius ou encore Delta Airlines. Sur le plan commercial, l'A330neo enregistre sa plus grosse commande d'un seul coup en 2014 lorsque Delta Airlines commande 25 exemplaires. De son côté, la famille A320neo permet de pulvériser tous les records avec plus de 9800 commandes, tout Airbus A320 cumulé au 31 décembre 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette rétrospective vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Cela aide la chaîne à se développer et récompense le travail fourni. Dans les prochaines vidéos de ce format, nous parlerons de la gamme de Boeing ou des modèles spécifiques qui ont marqué l'histoire de l'aviation civile.